On est bon. Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Donc bienvenue sur le site industriel des Chavannes, à Mont-Soleil-Mines. Disons un site qui va être pendant 3 jours, on peut dire l'épicentre de la filière ferroviaire. Hier, la présidente de la région, Madame Dufay, parlait même de The Place to Be, si je me souviens bien. Donc on y est, durant ces 3 jours du Mecateam Cluster, du Mecateam Meeting. Donc je suis très heureux aujourd'hui d'animer cette première table ronde pour ce premier salon ferroviaire professionnel post-Covid. Donc il faut quand même le dire, on est tous très heureux de se revoir à nouveau en chair et en os. Ça fait du bien. Donc ce salon est d'autant plus important pour nous tous que bon, c'est la 5e édition des Mecateam Meeting, convention d'affaires. C'est également les 10 ans, maintenant 11 ans du Mecateam. On aurait dû les fêter l'année dernière, je crois. On va le faire cette année. Et puis c'est également, mais d'une manière peut-être plus symbolique, le signe d'un départ ou d'une reprise de l'économie. Donc pour nous, c'est hyper important dans la filière de voir que voilà, ça redémarre. Et en tout cas, on revient à une certaine forme de normalité. Alors, corollaire de cette normalité, il y a pas mal de travaux qui ont été, qui sont toujours en cours, mais qui ont été un petit peu éclipsés par la crise sanitaire et qui reviennent maintenant au devant de la scène. Et typiquement, l'actualisation de la norme européenne, j'ai toujours du mal, EN 15 746, qui s'adresse aux engins légers rail-route, fait partie de ces sujets brûlants qui reviennent sur le devant de la scène. Et c'est justement le sujet de cette table ronde aujourd'hui. Alors, une table ronde, je tiens à le dire, un petit peu rock'n'roll au départ, dans la mesure où notre intervenant principal va nous parler en duplex, donc c'est une première pour nous. Et je tiens à saluer l'équipe technique qui, depuis 8h30 de ce matin, a fait un travail de fou et a réalisé l'impossible, faire en sorte qu'on va pouvoir communiquer avec donc Dominique Firer. Vous nous voyez? Dominique... Très bien, je vous vois, je vous entends. Parfait. Ouais. Dominique Firer, donc, qui est le responsable pôle MSC, donc c'est méthodes de sécurité commune, et également responsable qualité SNCF Réseau. C'est les deux, il a d'autres casquettes, mais en tout cas c'est les deux qui nous intéressent aujourd'hui. Et donc il nous parlera depuis le siège de SNCF Réseau à Gare du Nord. C'est bien ça? C'est ça. À mes côtés, à ma droite, nous avons Michel Berthelier, qui est le coordinateur, on va dire, de la commission, la cheville ouvrière de la commission innovation du Mecateam Cluster. Et on me dit à l'oreillette qu'il y aura une petite surprise, pas une surprise, mais en tout cas, vous allez nous proposer un projet qui va faire en sorte de transformer, en quelque sorte, une contrainte en opportunité pour le Mecateam et pour ses adhérents. Donc, on est également merci pour la pression. Impatient de vous entendre. Et puis, bien sûr, nous avons 2 constructeurs, parce que cette actualité brûlante s'adresse, en tout cas, vous êtes les premiers impliqués. Dans quelques années, ce sera aussi les entreprises de travaux. Mais bon, n'allons pas trop loin. Aujourd'hui, c'est les constructeurs. Donc, nous avons à ma gauche Bruno Chaléon, qui est responsable du département engins spéciaux rail chez Mecalac. On peut dire ça comme ça, ouais. Et puis Frédéric Thomas, responsable du bureau d'études de chez Neotech. Donc c'est bien parce que nous avons... C'est exact. Merci. Nous avons donc 2 points de vue. Donc Mecalac, tout le monde connaît, très fort dans le TP, également aujourd'hui très fort avec une nouvelle gamme de pelles dans le ferroviaire. Donc on aura la pelle rail-route de votre côté, et toute votre expérience internationale, et du même côté Neotech avec ses engins caténaires qui va donner son autre point de vue. Voilà, on peut démarrer. Monsieur Firer, vous faites partie, en tout cas SNCF Réseau est partie prenante de la commission de normalisation européenne, dont vous êtes le référent. Est-ce que vous pouvez déjà, dans un premier temps, nous éclaircir sur ce comité, comment ça fonctionne, son organisation? D'accord. Donc, effectivement, je fais partie du comité européen de normalisation qui concerne les engins de travaux. Donc je fais partie du groupe qui a fait évoluer la norme européenne sur les engins rail-route
en l'occurrence la NFEN 15746. Et donc c'est une norme qui existe déjà depuis un certain nombre d'années, qui est accessible sur le site de l'AFNOR, et qui vient de ressortir au mois d'août dans une dernière version. Et c'est cette version qu'SNCF Réseau a décidé de mettre en application. Donc voilà, ce qui est l'objet de la présentation que je vais vous faire aujourd'hui sur les modalités d'application de cette nouvelle norme. Très bien, et donc ce comité de normalisation regroupe des gestionnaires de réseau, des constructeurs de tout pays? Oui, tout à fait, c'est un comité européen qui regroupe la majorité des grands pays d'Europe, avec dans ce comité des représentants de constructeurs, de gestionnaires d'infrastructures, d'organismes de sécurité du personnel, donc pour avoir un texte qui représente la norme le plus réaliste possible et qui convient à toutes les parties. Donc vous suivez depuis 2013 l'évolution de l'actualisation de cette norme, cette norme qui est actuellement parue en 2011, si je ne m'abuse. Et donc depuis 2013, vous suivez les travaux d'éclaircissement, en tout cas de renouvellement, d'actualisation de cette norme, qui est sortie, comme vous dites, en anglais en décembre 2020, si je ne m'abuse, et la version française est sortie en août, donc le mois dernier. Donc est-ce que vous pouvez... C'est ça. Est-ce que peut-être vous pouvez nous parler, avant d'entrer dans les détails et faire un peu un état des lieux de cette norme, en quoi elle change finalement cette norme de 2011? Quelles sont ses similitudes et ou ses différences? Est-ce que la philosophie est différente? Alors, oui, effectivement, alors pourquoi SNCF Réseau souhaite appliquer désormais cette norme européenne? C'est pour deux raisons principales. C'est pour aller vers une harmonisation européenne des engins de travaux, puisqu'on a déjà des constructeurs qui construisent pour vendre dans plusieurs pays d'Europe. Et deuxième raison, c'est pour augmenter la sécurité sur les chantiers. Donc cette nouvelle norme européenne est beaucoup plus complète que la norme française qui s'applique aujourd'hui. Donc est-ce que vous projetez peut-être la deuxième diapo qui concerne cette PowerPoint. On va le faire. Voilà. Donc aujourd'hui, on applique une norme française qui est la NFF 58003, qui s'applique aux engins de travaux. Donc cette norme existe depuis 1991, donc ça fait déjà un certain nombre d'années. On a vécu ces dernières années quelques incidents ou accidents liés à l'utilisation des engins de rail-route, donc qui nous ont poussé à mettre en application cette norme européenne qui est plus exigeante et qui augmente de manière générale le niveau de qualité et de sécurité des engins rail-route. Alors, pour répondre à votre question sur les différences essentielles qui concernent les exigences de ces deux normes, c'est un travail qui est en train de se faire. Donc ça va nécessiter un partage avec les principaux constructeurs pour échanger sur les points qui vont s'appliquer dans les mois qui vont venir. D'accord, alors dans ce cas c'est très bien. Quelle serait donc la feuille de route qu'on puisse un petit peu caler au niveau calendrier? Est-ce qu'on peut préciser un peu ces points? Alors au niveau calendrier, la norme européenne ne peut s'appliquer au plus tôt qu'une année après sa publication. Donc la date de publication de la norme, c'est décembre 2020. La version anglaise. On parle de la publication de la version anglaise, effectivement. Même si la version française n'a été accessible qu'en août 2021 par l'AFNOR. Ce qui veut dire que SNCF Réseau pourrait mettre en application cette norme à partir de début 2022. Et ça veut dire que tout engin de travaux, tout engin rail-route commandé à partir de début 2022
devra se conformer à la norme européenne 15746. Alors, donc je dis pourrait, c'est du conditionnel, puisque cette date n'est pas mise en place. On a la liberté, entre guillemets, à SNCF Réseau de la décider. Puisque je rappelle un point important, il n'y a pas de réglementation européenne qui nous impose d'appliquer cette norme européenne. Elle n'est pas d'application obligatoire, c'est ça? Pas du tout. Donc c'est SNCF Réseau lui-même, c'est le gestionnaire d'infrastructure qui décide d'appliquer la norme européenne. Donc dans un premier temps, j'imagine que le gestionnaire de réseau va envoyer aux acteurs de la filière un document actant le fait que vous allez vous aligner sur cette norme. Voilà, c'est ça. Donc aujourd'hui, il y a un document interne à SNCF Réseau qui est une IN, en l'occurrence l'IN 1332, qui appelle la norme française NFF 58003. Oui. Donc ce document va être modifié pour appeler désormais la norme européenne NFEN 746. C'est bon, on vous avait perdu un petit moment, et on vous retrouve. Ah. Oui, d'accord. C'est bon, on vous a retrouvé. Donc peut-être on a mal entendu votre dernière phrase, si vous pouviez la reprendre, s'il vous plaît. Donc je disais, ce document interne SNCF, aujourd'hui l'IN 1332, va être modifié pour appeler désormais la norme européenne 15746 en lieu et place de la 58003. Juste pour, je dois préciser que la norme européenne est en 4 parties. Nous ne demanderons l'application que de la première partie qui concerne le travail des engins rail-route. Oui, ça c'est très important à signaler, hein, parce que la deuxième partie c'est les directives machines, je crois, donc c'est du ressort du constructeur. La troisième, c'est la circulation. Donc ça ne s'adresse pas en France, en tout cas les Allemands aussi, mais nous, en France, on ne fait pas rouler des engins légers sur le RFN. Et la quatrième, ce n'est pas du ressort de la SNCF Réseau, plus d'opérateurs type RATP pour le transport urbain. Exactement. Donc là, on s'intéresse bien qu'à la partie 1, mais qui fait quand même un certain nombre de pages. Oui, c'est une centaine de pages. Donc un peu plus que la norme sur laquelle vous vous alignez, la NF 58003 auparavant. C'est ça, beaucoup plus conséquent. Alors là, ce qui est intéressant peut-être d'aller plus loin, ou peut-être vous constructeurs avez déjà des questions, mais comment ça se passe ensuite? Il va falloir expliquer, ou en tout cas comment SNCF Réseau va aller plus loin pour voir s'il y a une conformité entre l'engin, entre le matériel et les exigences de cette norme. Donc il va y avoir un deuxième travail des SNCF Réseau à réaliser en 2022 pour fournir une sorte de circulaire interne, un règlement interne. Comment ça se passe? Alors ce travail, il est déjà commencé. Il devrait être présenté avant la fin de l'année 2021. Donc, il s'agit de reprendre chaque paragraphe, chaque exigence de la nouvelle norme et de traduire en fait quelle est l'exigence qui va se reporter sur les engins de travaux. Est-ce que les constructeurs vont être mis à contribution? Il y a aussi... Est-ce que vous avez entendu la... Oui, tout à fait. Oui, j'ai entendu la question. Il est même très important que les constructeurs soient mis à contribution, puisque c'est eux qui vont nous montrer la conformité avec le paragraphe de la norme, et ça sera à nous de décider de retenir la conformité ou pas. Donc il faut qu'on soit absolument d'accord entre nous. Allez-y, excusez-moi. Et peut-être à ce moment-là qu'on peut aborder cette fameuse annexe B, parce qu'on parle peut-être de ça finalement. L'annexe B de la norme où on peut cocher la manière dont finalement vous allez, où l'organisme accréditateur va vérifier la conformité. Soit visuellement, soit avec des mesures. Est-ce que vous pouvez aborder un petit peu cette thématique en détail? Cette fameuse annexe B? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous m'avez entendu? Oui, est-ce que vous
Je suis pas sûr que vous posiez la question à moi. Oui, tout à fait. Oui, c'est à vous, oui, bien sûr. D'accord, bien sûr. Oui, donc cette norme NFEN 15746 comporte une annexe qui n'existait pas dans la norme française, qui consiste à lister tous les points de la norme et de préciser comment se fait le contrôle. Donc il y a déjà une distinction qui est nouvelle, c'est qu'on fait une distinction entre la première machine de série, donc la machine de type, et les machines suivantes qui sont déclarées conformes à la première machine. La norme européenne permet de faire des contrôles allégés ou de supprimer carrément le contrôle pour les machines de série par rapport à la machine de tête. Ça, c'est un premier point. Oui. Ensuite, pour chacun des points de la norme, cette annexe B précise de quelle manière l'exigence doit être contrôlée. Est-ce que c'est un examen visuel? Est-ce que c'est une mesure ou un test de fonctionnement? Est-ce qu'il y a des points qui Donc là aussi, il va falloir qu'on se mette d'accord avec les constructeurs pour savoir comment réaliser le test de fonctionnement et être d'accord sur quels sont les résultats attendus. Est-ce qu'il y a des points qui sont en autocertification ou ça va être que des organismes extérieurs pour la validation des points? Et auquel cas, quels seraient ces organismes? Est-ce que c'est la SNCF ou est-ce que c'est d'autres organismes? Oui, alors il y a plusieurs possibilités. Le constructeur peut faire une démonstration par note de calcul si la norme le permet et nous fournir cette démonstration qu'on accepterait à ce moment-là directement. Le constructeur peut nous faire une présentation du fonctionnement de l'exigence qui serait observée par un inspecteur de SNCF Réseau. Troisième solution, ça peut être un organisme externe avec des compétences reconnues qui passe les tests et qui les présente donc à SNCF Réseau. Donc ce point-là est précisé dans la norme. Voilà, on a un chapitre 8 dans la norme NFEN 15746 qui précise que la vérification de la conformité aux prescriptions des articles 5, 6, 7, donc c'est la totalité des articles qui contiennent les exigences, doit être effectuée par un organisme autorisé nommé par le gestionnaire d'infrastructure. Donc une fois qu'on dit ça, donc c'est un des points qui peut être soumis à interprétation. Qu'est-ce que c'est qu'un organisme autorisé? Donc il y a également une définition dans la norme qui peut être soumise à interprétation. Donc c'est en accord avec nos partenaires, constructeurs et entreprises. L'organisme autorisé, à mon avis, peut être le constructeur lui-même, si on est d'accord entre nous pour que le constructeur nous démontre la conformité du point. Ce point-là et autant les points techniques qui vont être évoqués en fin d'année, de ce que j'ai compris, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, vous avez un timing précis ou avec des jalons à passer, autant pour l'analyse de la norme que répondre au constructeur en disant est-ce que c'est un organisme certifié ou ce sera le constructeur en lui-même pour qu'on puisse, si on vise août 2022, arriver à regarder la faisabilité et puis la compréhension de la norme en elle-même. Est-ce qu'il y a déjà quelque part un planning en interne chez SNCF qui commence à poser des jalons et des ressources associées à ces jalons? Alors, ce qui est prévu chez nous, c'est que sur le dernier trimestre de 2021, on soit capable de présenter au constructeur pour chaque point, pour chaque exigence de la norme, ce qu'on attend, y compris si on attend la démonstration par un organisme autorisé. Et on vous dira à ce moment-là qu'est-ce qu'on comprend par l'organisme autorisé. Est-ce qu'il y a une tendance aujourd'hui chez SNCF Réseau entre le choix de faire une visite par machine ou la machine de type, puis le reste c'est de l'autocertification? Est-ce qu'il y a quand même une tendance qui est déjà entre guillemets un peu connue ou une philosophie, quoi? Alors, si on se conforte à la norme, il y aura évidemment la première machine de type qui va subir le maximum de contrôle
avec la présence d'un inspecteur de SNCF Réseau. Ensuite, les machines de série auront un examen allégé, comme le prévoit la norme. Maintenant, dans quelle mesure l'examen sera allégé, je ne peux pas vous répondre précisément, c'est le travail qui me reste à faire. Je ne pense pas que l'agrément de travail des engins de série sera délivré comme c'est fait aujourd'hui pour les engins déraillables sur simple présentation de documents du constructeur. Ça fait partie des décisions qu'on va prendre dans le dernier trimestre 2021. Mais bon, c'est pour ça que je ne peux pas vous répondre catégoriquement aujourd'hui. La tendance est à la visite par machine, si je comprends bien, quoi. C'est une tendance. A priori, alors la tendance, c'est une visite par machine, mais très allégée pour les machines de série. Et ça dépendra probablement du type de machine. Et comment ça se passe, alors peut-être je parle au constructeur, comment ça se passe à l'étranger? Vous avez, est-ce que c'est le constructeur qui s'auto-certifie? Est-ce que c'est un organisme externe? Dans le cadre des engins de travaux publics classiques, c'est une autocertification du constructeur, où on va auto-certifier avec nos compétences, et on va prendre la responsabilité de certifier les engins dans les engins de travaux publics classiques, ce qui n'est pas le cas, dans ce que je comprends, des engins de série homologués 15746. Ce que je crois comprendre, c'est qu'on n'aura pas cette possibilité-là. Il y aura quand même un contrôle d'un organisme externe sur chacun des engins. C'est bien ça? Alors, l'organisme externe, ça reste encore à valider. Hein. C'est quelle est la marge du constructeur dans les contrôles? Est-ce qu'il va être capable de tout faire ou de se reporter en partie sur un organisme externe? Et concernant l'examen systématique des machines, il faut savoir que on a déjà commencé à délivrer un agrément de travail pour chaque machine. L'agrément de travail pour une série de machines n'existe plus aujourd'hui. Comme ça existait pour les engins déraillables il y a l'année dernière à peu près, ça a été abandonné. On délivre aujourd'hui un agrément de travail unique pour chaque machine. Donc ça sous-entend que chaque machine devra être contrôlée, mais par contre, comme je l'ai dit, avec un contrôle très allégé pour les engins de série qui sont déclarés conformes à la machine de type. Alors, dans les autres pays, il y a, certains pays font un contrôle par machine. Où une fois que la machine rentre sur le réseau, avant d'elle rentrer sur le réseau, le gestionnaire d'infrastructure la valide pour faire un contrôle visuel de la machine sans nous solliciter. C'est plus un rendez-vous entre le client final et le gestionnaire d'infrastructure pour valider l'intégration de la machine dans le réseau, quoi. Okay. Il y a une machine de type, puis une machine pour chaque machine, quoi. En Belgique, c'est comme ça, et aux Pays-Bas aussi. Vous avez une idée du timing un peu de tous ces points-là? Parce qu'en fait, vous parlez de concertation avec le constructeur pour établir la manière de fonctionner entre l'autocertification sur certains points, des organismes extérieurs sur certains points. Je parle de la machine type, de la première machine. Est-ce que vous avez déjà établi une visibilité un petit peu sur le temps que ça va prendre tout ça? Alors, à notre avantage, je veux dire, on n'a pas de butée dans le calendrier pour mettre en place la norme européenne. Comme je vous disais, au plus tôt, ça sera début 2022 pour les premières machines commandées. Selon cette norme. Si je peux me permettre, je pense que c'est totalement irréaliste. Hein. C'est totalement irréaliste. Oui, mais alors cette date de janvier 2022, elle n'est pas figée aujourd'hui. C'est nous qui avons la possibilité de la faire reculer comme on le désire. J'ai la même vision que Mekalac, hein. Il y a zéro problème sur le fait que ça me semble... Après, moi j'ai peur l'avocat du diable, c'est commandé, donc il y a aussi l'année de conception. Aujourd'hui, on ne sait pas quel sera le contenu et les modalités d'application de la norme. C'est vrai. En tant que constructeur. Alors, un outil industriel, des machines industrielles, ça met des mois, des années à se mettre du papier à, voilà, aller du papier à la machine terminée, il faut des années. Donc là, aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'on va devoir appliquer et de quelle manière on va devoir l'appliquer.
Donc, voilà, il faut qu'on se laisse la marge. Il faut surtout, je pense, qu'on se mette autour d'une table, constructeurs, peut-être certains clients finaux, vous, SNCF, organise éventuellement d'homologation, organisme externe de certification. Je pense qu'il faut qu'il y ait tout le monde autour d'une table, avec des gens compétents concernés, de manière à brosser le tableau et dire voilà ce qu'on est capable de faire et comment on y va. Parce qu'autrement, je pense qu'on va perdre beaucoup d'énergie chacun à rêver de choses qui ne seront pas applicables. Pour compléter, au-delà de l'aspect bureau d'études, et effectivement j'ai le même avis que Mecalac sur le fait qu'il y a un certain temps entre je dessine et je produis, on a une problématique qui est liée aujourd'hui à l'industrie où on a des difficultés d'approvisionnement, où quelque part aujourd'hui les machines de 2022 sont déjà lancées en production, en approvisionnement. C'est-à-dire qu'il y a une certaine inertie qui est liée à l'outil industriel au-delà de la partie bureau d'études. Donc c'est à prendre en compte. Et par rapport à la remarque de M. Chaléon, est-ce que, entre guillemets, la personne qui va tenir le marteau sur la table pour dire ça sera comme ça, forcément c'est SNCF Réseau qui est. Peut-être vous, M. Firer, qui tapera le coup de marteau sur la table pour dire ça sera comme ça, pour final. Parce qu'à la fin, sinon on peut rester entre. On ne sera ni dans le compromis ni dans le consensus, d'autant plus qu'on est plusieurs autour de la table. Oui, je confirme ce que vous dites, mais comme je vous disais, on n'est pas acculé par un règlement européen qui nous impose une date butée. Le coup de marteau, on va le donner avec votre concertation. Hein. On va envoyer personne contre le mur. Il faut savoir aussi que cette discussion d'appliquer la norme européenne et d'évaluer les difficultés de son application, on l'a déjà eu avec les constructeurs de machines rail-route français depuis... je crois qu'on avait commencé ces réunions avec M. Imsaren, même avant le confinement, le premier confinement. Donc ça fait au moins... On a commencé il y a 2 ans avec les constructeurs français à échanger justement sur les modalités d'application de cette norme européenne. Donc personne ne peut être vraiment surpris. Maintenant, ce travail continue. Évidemment, s'il y a des obstacles ou des impossibilités, on se mettra d'accord pour trouver l'échéance qui convient à tout le monde. Je pense que c'est très important, ça, la méthodologie, comme vous l'indiquez, de travailler ensemble autour d'un objectif qui est commun et de le prendre comme une opportunité. Je pense que c'est important de travailler comme ça, de mettre tout le monde autour de la table et on va arriver à quelque chose qui conviendra peut-être pas à tout le monde, mais au moins qui sera un compromis entre les différentes contraintes. Ça, c'est bien. Et là, on comprend aussi que SNCF Réseau va être assez souple. Hein. On n'a pas forcément de date butoir, si je comprends bien. Donc, ça va avancer avec des concertations avec les constructeurs, mais finalement, tant que vous ne serez pas mis d'accord, on pourra proroger, en tout cas attendre pour donner une date finalement. Hein. Si je comprends bien, M. Firer, dans les jours ou semaines qui arrivent, on va recevoir un courrier officiel de SNCF qui va commencer à lancer la démarche, qui va commencer à siffler le début de la partie, quoi, entre guillemets. Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut qu'on prenne rendez-vous avec les constructeurs pour ouvrir la norme et regarder chaque point et notamment ceux qui vont poser les problèmes par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. D'accord. Alors j'avais peut-être une question un peu annexe, parce qu'on parle beaucoup d'export quand même aujourd'hui. Comment ça se passe avec cette norme? J'ai une machine qui est homologuée en Allemagne et je veux l'amener en France ou inversement. Il faudra repasser une batterie de tests, parce que chaque pays a quand même ses petites spécificités. Comment ça va se passer? Quel est l'intérêt? Oui, alors c'est un point qui est à l'étude aujourd'hui. C'est un engin de travaux qui serait déclaré conforme à la norme européenne dans un pays européen pourrait plus facilement être introduit sur un chantier en France. Évidemment, tous les points qui seraient déclarés conformes par le propriétaire ou le constructeur ne seraient pas remis en cause par SNCF Réseau. Ouais. Par contre, il faut savoir que dans la norme européenne, il y a des conditions nationales particulières.
Donc il faudra qu'on regarde ces conditions nationales, déjà prendre en compte les conditions nationales pour la France, qui s'ajouteront forcément aux exigences concernant la machine, et de vérifier si les conditions nationales qui s'appliquaient dans le pays de provenance de la machine ne sont pas contradictoires ou contre-indiquées pour travailler sur le RFN français. Ouais. Sur ces conditions qui sont françaises, est-ce qu'il est prévu sur certains points des évolutions potentielles qui tendraient vers les conditions européennes, on va dire, où dans certains pays il existe certaines autorisations qui ne sont, on va dire, interdites en France. Si j'en prends une par exemple, qui intéresse nos clients, c'est les conditions de déplacement en mode travail qui font qu'aujourd'hui on a le droit de rouler déporté jusqu'à une certaine condition dans certains pays comme l'Allemagne, la Belgique ou les Pays-Bas, pour prendre par exemple, et qui fait qu'aujourd'hui en France, on est plutôt sur un déplacement dans l'axe de la voie. Est-ce que par exemple sur ce point-là, est-ce qu'il y a des choses qui vont évoluer ou on resterait plus proche de ce qui se fait sur la 58002 ou la 58003? Alors, notre philosophie, c'est d'appliquer l'exigence la plus restrictive entre les deux normes, qui assurerait le maximum de sécurité. Maintenant, évidemment, on est ouvert à la discussion et le texte de la norme européenne, qui est beaucoup plus récent et donc beaucoup plus réfléchi que la norme française qui date de 30 ans, apporte peut-être des justifications ou des explications qui permettent de faire des choses qu'on ne fait pas aujourd'hui sur le RFN. Donc ça, comme vous le dites, un déplacement avec des outils qui ne seraient pas complètement rangés, on va dire, peut s'étudier si on respecte les conditions de la norme européenne et qui garantissent le niveau de sécurité exigé. J'ai deux exemples à vous fournir. Donc, par exemple, une position contraignante aujourd'hui de SNCF Réseau avec la norme française qui impliquait aux constructeurs d'isoler les roues n'existera plus puisque la norme européenne n'impose pas d'isoler les roues. Donc ce point-là, on a décidé de le lever. Et au contraire, la norme européenne permet, par exemple, à des machines de type 9C, donc les machines qui roulent qui sont entraînées par leurs pneus, leurs roues pneumatiques directement sur le rail, seront toujours interdites en France. Donc voilà, il y aura des plus, il y aura des moins. Et comme vous dites, il y a certains points qui vont mériter une discussion. C'est très bien. C'est une bonne nouvelle. Encore peut-être une dernière question de Béotien. Là, vous avez parlé d'une machine venant sur le RFN, mais imaginons je suis constructeur, je fais une machine française qui est conforme à cette norme, en tout cas la déclinaison française de cette norme européenne, et une entreprise de travaux va travailler en Allemagne et veut utiliser cette machine sur le réseau ferré. Est-ce qu'avec cette nouvelle réglementation, ça va être facilité? Ça va être plus facile de faire marcher une pelle rail-route homologuée France en Allemagne? Alors, logiquement, ça sera facilité puisque le socle commun de définition de la machine, c'est la même norme en France et en Allemagne. Et je suppose que, après, ça sera aux Allemands de décider s'ils l'acceptent tel quel, plus ou moins, ou s'ils font des vérifications supplémentaires. Là-dessus, je ne peux pas me prononcer. Je comprends. Mais en fait, ça permet aussi de passer au point suivant, parce qu'on parle de mesures. Cette norme, j'ai bien pu comprendre qu'il y a des essais nouveaux, des essais statiques, des essais dynamiques, qui n'existaient peut-être pas dans la norme NF 58003 ou 2. Donc concrètement, et là je vais me tourner aussi vers M. Bertelier, il va falloir trouver des centres d'essai. Aujourd'hui, où en est-on, pardon? Aujourd'hui, la page est blanche puisqu'il n'y a aucun centre d'essai en France
qui couvre la totalité du périmètre, vu que ce périmètre il est quand même encore un peu fluctuant et reste encore en partie à définir. Des centres d'essai existent en Europe, en Grande-Bretagne, en Allemagne, un peu aux Pays-Bas, mais c'est assez succinct. Donc la question qui s'est posée, évidemment, avec l'émergence très progressive de la 15746, c'est de se dire, est-ce que la filière française des engins ferroviaires et des engins rail-route ferroviaires est susceptible de se doter d'un outil pour répondre à cette demande qui mérite encore d'être qualifiée et quantifiée, mais cette demande d'essai, d'homologation et aussi demain de contrôle technique, parce que ça va être aussi un volet qui va prendre de l'importance. Cette question nous a été, quand je dis nous, c'est Megateam Cluster, nous a été adressée par SNCF Réseau et en particulier Kinda Imsaren. Il y a déjà un petit moment, et on s'en est emparé bien évidemment parce que le cluster, on est au cœur de son métier, travaux ferroviaires. Qui dit travaux ferroviaires dit notamment engins légers et engins rail-route. Et puis, dans la philosophie, on était aussi au cœur de notre principe d'action qui est la mutualisation des outils. Parce qu'on est parti du constat, mais qui est assez évident, que beaucoup de constructeurs n'étaient pas forcément en mesure de se doter d'un outil complet de tests, etc. Parce que quand on regarde la 15746 un peu dans le détail, on s'aperçoit que la batterie de tests est quand même bien nourrie, bien riche, et que ça va être difficile pour un constructeur de tout faire lui-même dans les règles de l'art. Alors après, les règles de l'art, elles ne sont pas complètement définies. Aujourd'hui, on l'a bien entendu, si on va dans une auto-certification, ce sera plus facile. Si on va dans un contrôle point à point, avec a fortiori, et il y en aura forcément au moins sur un certain nombre des organismes certificateurs, le besoin d'outils lui-même, entre guillemets, homologués, ISO 17000, alors on parle un langage de plus en plus abscon, mais c'est comme ça que ça se présente, va permettre de faire ça. Et c'est pour ça que le Megateam Cluster propose à la fois de travailler, on travaille sur notre cœur de métier, on veut travailler à la performance globale de la filière, et ça a toujours été notre vocation, et sur un principe qui est la mutualisation. Qu'est-ce qu'on va poursuivre comme objectif ? C'est d'intégrer cette norme dont on a parlé tout à l'heure avec Dominique Firer et les constructeurs. C'est aussi de garantir la sécurité. Et j'entends ce matin que sécurité, j'aurais peut-être dû l'écrire en lettres capitales, parce que c'est effectivement le point clé. Et puis, on est dans une dynamique d'internationalisation. Donc c'est promouvoir une offre aussi peut-être plus homogène et plus, je vais dire, résiliente à l'échelle européenne pour... Il ne faut pas se leurrer, quand on va à Berlin, on voit qu'il y a beaucoup d'engins chinois qui sont présents, ou en tout cas sous forme de maquettes. Il faut aussi se prémunir de l'arrivée de nouveaux concurrents qui sont peut-être un peu plus ou un peu moins regardants sur nos normes de sécurité. Donc c'est aussi l'enjeu de le faire accepter par tout le monde, c'est-à-dire les gestionnaires d'infrastructures, c'est d'être sécurisés, les constructeurs, c'est finalement d'être dans un environnement concurrentiel plus favorable. Et donc, troisième élément ou étage de la fusée, l'objectif c'est de permettre d'être plus offensif à l'international, même si on a bien compris qu'il y aura toujours des spécificités locales dans la filière, chez les gestionnaires d'infrastructures, sur les réseaux, et qu'il y aura aussi toujours des approches un peu différentes d'un pays à l'autre. Si on a un substrat, si on a un socle commun, ça sera plus facile de s'adapter et, j'espère, moins coûteux pour les constructeurs. Ce que je voudrais dire pour terminer dans cette approche, ce qui est notre approche du début, ça fait 10 ans qu'on l'amène, c'est une approche collégiale et mutualisée. Moi, je rebondis sur ce que dit Dominique Firer. Je pense que Megateam Cluster peut jouer un rôle dans l'animation et dans l'articulation de ces rencontres et de ces groupes de travail pour qu'une doctrine commune émerge, se mette en place et qu'on ait des visions plus partagées, à la fois avec les constructeurs français qui sont évidemment membres du Megateam. Moi, je souligne aussi qu'on commence à avoir de plus en plus d'adhérents étrangers, belges, suisses, allemands,
et puis peut-être d'autres, hein, qu'ils ne se vexent pas, mais j'ai quelques Polonais, j'ai quelques noms en tête qui font que on peut aussi ici, à partir des Mecateam Meetings, mais à partir de tous les travaux de Mecateam Cluster, diffuser et renforcer cette mutualisation dans l'intérêt de tous. Et ça, je pense que on est plein cœur avec on est raccord avec notre vocation. Donc, si j'ai bien compris, vous avez fait un benchmark quand même sur les centres d'essais européens, et on est d'accord, il n'y a pas aujourd'hui en France pas d'équivalent. Donc, vous constructeurs, comment vous allez faire? Puisqu'a priori, bon, c'est pas encore toutes les subtilités de ces mesures, hein, mais bon, on imagine bien qu'il va y avoir des bancs d'essai, au niveau des renversements, enfin bon, il va falloir faire des essais dynamiques et statiques, donc il faut... vous allez faire quoi? Vous allez utiliser des compétences étrangères Alors, nous, il y a un intérêt à mutualiser les ressources, hein, ça c'est clair, parce qu'on n'a pas, nous, les moyens constructeurs de créer un centre d'essai uniquement nous étant destiné, ça c'est très clair. Ouais. Alors après, aller à l'étranger, c'est toujours possible. Par contre, pour Mekelac, ce n'est pas du tout l'objectif. Mais, et puis, si on va à l'étranger, on ne reviendra pas en France. Donc c'est-à-dire que c'est toute une partie de savoir-faire, etc., qui part à l'étranger, sur les machines tête de série, et puis sur le renouvellement de contrôle régulier des machines, bah, ça ne se fera pas en France non plus s'il n'y a pas les moyens de le faire. Donc en fait c'est un problème qui n'est pas uniquement sur l'application de la norme, le jour de l'application de la norme, mais qui est sur la durée. Donc je pense qu'il y a tout intérêt à avoir des infrastructures qui permettent de faire ces contrôles-là pour les premières machines, dès les premières machines, et après que ça puisse être utilisé sur les années qui viennent. Voilà. Et Monsieur Firer, la position de SNCF Réseau à ce niveau-là, est-ce que SNCF Réseau envisage de créer un centre d'essai ou c'est totalement hors de son périmètre? Non, c'est pas dans le souhait de SNCF Réseau. Par contre, on est en appui au Mecateam éventuellement pour développer un centre d'essai en France. Alors donc revenons, M. Berthelier, si vous voulez bien. À moins que vous ayez à votre PowerPoint. Ouais, je voudrais la dernière diapo si c'est possible. Puisqu'on a effectivement ici au plateau des Chavannes, peut-être tout ce qui est voilà, je voulais inviter chacun de nos téléspectateurs, entre guillemets, à se projeter. Alors on n'est pas très loin, hein, ça se passe sur ce site-là, ça va se passer sur ce site-là. On est en train de travailler au niveau de Mecateam Cluster et des partenaires. Vous voyez, on est grosso modo au-dessus du centre de formation, donc ça c'est les Mecateam Meetings, là où on est présent aujourd'hui. Et l'idée c'est de faire dans le prolongement, c'est d'aménager un certain nombre d'infrastructures ferroviaires, et ça c'est encore la vocation de Mecateam Cluster et de Mecateam Platform, d'aménager un certain nombre d'infrastructures ferroviaires qui permettront de réaliser les essais pour ces matériels rail-route. Et donc on a commencé à travailler avec l'ingénierie sur un plan que vous voyez à l'écran. Alors c'est évidemment très, très simplifié, mais on va travailler là-dessus. On est en train de travailler sur la quantification des investissements. Je peux vous donner un chiffre très global, une enveloppe globale de l'ordre de 5 millions d'euros qui va compter l'aménagement ferroviaire, la construction d'un bâtiment pour réaliser des essais entre guillemets à l'abri, et troisièmement pour s'équiper d'un certain nombre d'outils. On pense notamment à un banc de pesée. On sait que la pesée est une des questions assez cruciales de tous les constructeurs, avec parfois des résultats d'une session à l'autre qui sont assez divergents, donc qui par définition ne peuvent pas être satisfaisants. Et l'idée c'est évidemment d'attirer sur ce site des campagnes d'essais, des campagnes d'homologation en coopération non seulement avec les constructeurs, parce que ça va être nos clients, mais aussi avec les organismes certificateurs. Est-ce qu'on aura une alliance avec un organisme certificateur, ou est-ce que les constructeurs viendront avec les leurs? Moi aujourd'hui, compte tenu de ce que j'entends, hein, je n'ai pas de religion, mais
De ce que j'entends, je pense que c'est la deuxième solution qui va s'imposer parce que, entre guillemets, tout le monde a un peu ses habitudes avec ses partenaires et il n'est pas question de booter de chez un constructeur un partenaire qui a l'habitude de travailler. Et puis, évidemment, ça permet de renforcer le bouquet de services que Mecateam Cluster propose à l'ensemble des membres de la filière et des adhérents de la filière. Donc là encore, on y travaille. Je ne cache pas que plus on aura d'éléments quantitatifs dans la confidentialité, parce que c'est une règle du jeu, hein, on parle de nouveaux produits quand même là, on est preneur parce que derrière la conception, dont vous voyez là une maquette, ben, il faut évidemment qu'on avance dans la quantification, dans le chiffrage, et donc il faut qu'on ait une idée plus précise, non pas des parcs machines, parce que ça après, on sait faire la division par 5 tous les 5 ans, mais par contre, c'est les flux de nouveaux produits. Ouais. Et j'ai entendu ce matin, et ça, je le remets sur la table, c'est vrai qu'il y aura, j'allais dire, une offre complète. Il faut qu'il y ait une offre complète pour homologuer le type, la première machine de type, mais il y aura sûrement une offre un peu plus restreinte, un peu plus limitée pour les machines de série qui ne peuvent pas être mises sur le marché d'un seul claquement de doigts. Et il y a également tout ce qui, on n'en a pas encore abordé, mais tout ce qui est contrôle technique. Là, ce sera les entreprises de travaux, une fois qu'ils ont leur parc matériel, oui. Comme aujourd'hui, hein, il y a le renouvellement des agréments de travail, et ben, il va falloir passer ce contrôle technique. Oui. Et c'est plutôt les entreprises de travaux qui seront mobilisées là-dessus. Moi, ça me fait dire que les groupes de travail qu'on doit constituer pour avancer sur la doctrine doivent mobiliser le gestionnaire d'infrastructure, ou les gestionnaires d'infrastructure, mais vu le poids de SNCF Réseau, c'est évidemment lui qui donne le là, les constructeurs d'engins et les clients, les entreprises de travaux ferroviaires, et j'y rajoute effectivement les organismes certificateurs, parce qu'eux, ils vont apporter des prestations. Et il faut qu'on travaille sur 2 dimensions, comme toujours dans ces projets un peu hybrides, hein, c'est un mot que j'aime beaucoup, c'est à la fois sur l'offre, et à la fois sur comment on se met en mouvement et comment on gère l'outil mutualisé qu'on va créer. Parce que vous, constructeurs, vous avez déjà, bon c'est peut-être trop tôt, mais estimé un peu le surcoût que ça peut apporter? Ça dépendra complètement des modalités d'application. Ah oui. C'est la norme, en fait. Complètement, si on met le curseur plus vers l'autocertification, on se met le curseur plus vers le recontrôle par la validation par des organismes agréés sur chacun des points. Selon où on met le curseur, on change d'ordre de grandeur sur les coûts, évidemment. En tout cas, chacune de vos machines aujourd'hui, même si elle n'est pas en conformité évidemment rigoureusement avec cette nouvelle norme, elle n'existait pas encore. Hein. Mais vous vous en approchez, j'imagine. Il y a pour partie des machines, certaines de nos machines sont déjà 15746. Par rapport au centre d'essai, le rebond qu'on pourrait faire, c'est aujourd'hui, il y a effectivement une multitude d'essais qui sont décrits dans la norme. Il y a son interprétation et les coûts qui en découlent ou pas. Certains essais dynamiques sont parfois faits au-delà, par exemple, du fait français. Le pays tiers va demander d'aller quand même rouler sur une voie qui est dite voie d'essai type et qui, si on passe cette voie-là, on est bon. Mais elle n'a pas forcément de description technique ou autre. C'est la voie qui est usuelle, qui a été utilisée depuis des années et qui fait que le retour d'expérience a démontré que si on passait cette voie, on n'avait pas de problématique sur le réseau. Donc, par exemple, alors, la question est pour M. Firer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, typiquement, un essai de voie de gauche ou autre qui a été fait dans un pays tiers, est-ce qu'il sera accepté, par exemple, par SNCF Réseau? Et j'ai une question, j'en profite, une seconde question pour M. Firer. Est-ce que SNCF Réseau s'interdit de penser qu'ils peuvent donner un agrément EN 15746? C'est-à-dire que, quelque part, il y a l'agrément de travail, mais est-ce qu'ils se disent bon, on pourrait être aussi organisme tiers qui délivre quand même des agréments pour les constructeurs français? Alors, pour votre première question, je pense que la réponse est oui. On accepterait évidemment un
un essai sur la voie des gauches qui serait fait à l'étranger, à condition d'avoir le rapport d'essai à les conclusions de l'organisme. Concernant votre question sur votre deuxième question sur... est-ce que vous pouvez répéter la deuxième question? Il n'y a pas de problème, M. Firer. Donc en fait, aujourd'hui, est-ce que SNCF Réseau, par exemple, si on prend un organisme, on doit être accrédité pour le N280 par un organisme tiers qui est accrédité par l'État. Est-ce que SNCF Réseau s'interdit de réfléchir à être un organisme accrédité par l'État pour donner conformité à l'EN 15746 ? Vous voulez dire, est-ce que SNCF Réseau se met en marche pour être organisme accrédité? Par exemple, oui. C'est ça, oui, ma question, M. Ferrer. Alors, aujourd'hui, on a déjà fait ce pas pour les engins lourds. On est aujourd'hui accrédité par le COFRAC pour donner un avis de conformité des engins lourds. On ne peut pas le faire aujourd'hui pour les engins de travaux parce que c'est une autre portée, un autre périmètre. Mais c'est pas exclu, sachant que la difficulté pour être accrédité dans un domaine technique, c'est évidemment de maîtriser le domaine technique et de le prouver, mais c'est de monter un système de management de la qualité encadre notre activité. Donc ce système de management de la qualité, on l'a déjà. Il suffirait qu'on demande au COFRAC d'élargir le domaine technique à la 15746 pour délivrer un avis de conformité. Et peut-être que ça répondrait au point de la norme qui exige un organisme autorisé par l'État pour valider la conformité d'un engin. Pour revenir peut-être à ce centre d'essai du Mécatim, là, à votre avis, en tant que constructeur, il y a besoin de ces 5 millions d'investissements, il y a besoin d'avoir tous les outils, les pentes pesées, ou alors on peut faire ça ailleurs. Il peut y avoir juste besoin d'une voie. Vous avez déjà peut-être des réactions à ce niveau-là? Bon, en fait, ça dépendra des essais qui seront effectivement à faire, des exigences. C'est les exigences qui donneront la constitution du centre d'essai. Donc, on se donne rendez-vous dans 3 ans. Alors, après, dans un an pour avoir le règlement interne des SNCF Réseau. Après, et puis ensuite pour créer ce centre, sur la base Alors, si on veut l'utiliser, si on veut appliquer la norme, il faut que les engins aient été testés, validés. Et comme on n'a aucun test en France, qu'on n'a aucun moyen de test en France, c'est-à-dire qu'il va falloir attendre d'avoir des moyens de test en France pour que la norme soit applicable. C'est ça. Il faut que ça soit fait en parallèle. Aujourd'hui, la norme exige d'avoir des tests et on n'a pas les moyens de faire les tests. Donc soit on va tous à l'étranger, ce qui est une solution. Au moins au début. Ouais, mais on ne reviendra pas. Ouais. Une fois qu'on a pris les habitudes. Une fois qu'on a pris la direction de l'étranger, on ne reviendra pas. Soit c'est une des conditions d'application de la norme, c'est d'avoir un centre d'essai français qui nous permette d'être autonome et de garder les compétences chez nous. Ça peut faire levier, oui, c'est un argument de poids. Ça peut faire levier, effectivement, et ça peut être aussi... Moi, dans ce que disait Dominique Firer à l'instant, je pense que si SNCF Réseau décide finalement de jouer ce rôle d'agrément sur la 15746, c'est une raison de plus pour qu'on collabore sur le développement des méthodologies et des outils communs d'homologation et de certification. Bien sûr. Parce qu'il est hors de question aussi, alors là je parle sous le contrôle des constructeurs, mais il est hors de question qu'un constructeur se promène de site en site pour faire un essai de pesée ici, faire un essai de freinage ailleurs, etc. Il faut qu'on rassemble au maximum les essais sur un seul et même site, avec peut-être une limite physique, c'est les essais dynamiques selon la vitesse à laquelle on les fait. On ne va pas se mentir, la plateforme des chamans, on ne va pas faire des essais à grande vitesse. Ça ne fait pas partie des projets d'extension, même si on en a pour accueillir. Mais je pense qu'on a ici une base industrielle qui est susceptible déjà de proposer un bouquet de services intéressants et qui se trouve aussi, ça n'est pas neutre en matière de ferroviaire, qui se trouve sur une ligne, je vais dire, accessible pour des engins. Alors,
Je sais bien qu'à 80% des engins à rail-route vont venir par la route. Donc, 100%. le plan, ou 90%, Oui. le plan d'aménagement prévoit effectivement l'amener par voie routière. Et on n'est pas très loin de l'autoroute non plus. Donc c'est logistiquement parlant, c'est jouable, même si certains, je pense à Mecanac en particulier, Néotech, pardon, parce que Mecanac, ils ne sont pas très loin, mais Néotech, ils sont plus loin, ils sont dans le sud-ouest, et c'est vrai qu'il faut traverser le Massif central, donc c'est pas, Vous le contournez, pas forcément en tout cas. cadeau tous les matins. Ça met un peu de Ouais, distance. mais le contournement n'est pas forcément mieux que... Ça dépend. La distance est un point dur, mais si c'est le seul point français qui est disponible, Dans un premier temps, on peut après imaginer de dupliquer cette centre d'essai à d'autres À endroits. d'autres endroits, mais, comme on mais veut il faut le faire qu'on pour ait un la, vous voulez volume. le faire Et pour pour la le moment, machine le du volume, on ne l'a pas validé. Non. Parce que je suis surpris de voir le caractère innovant des constructeurs avec le nombre de machines qui sont exposées ici et qui sont plutôt récentes. Pourquoi je suis surpris? Parce qu'on reste sur une filière de petite taille quand même, en nombre absolu, et je trouve que renouveler les produits à cette vitesse-là, c'est le témoin d'un fort dynamisme de conception et d'innovation. Donc il faut l'entretenir et il faut le préserver aussi. Tout à fait. Et nous allons arriver au terme de cette table ronde, et en tout cas sur une note positive. Hein, merci. Merci à vous. Et puis merci Dominique Ferrer d'avoir pu donner des éclaircissements sur cette norme. On en avait bien besoin. Cette table ronde finalement est tombée à point nommé pour pouvoir ouvrir de nouveaux échanges fructueux au sein de la filière et des constructeurs tout au long de l'année, cette année, l'année prochaine. Merci à vous tous. Ok, merci. Merci. Bonne journée. Merci, Merci Monsieur à vous. Ferrer. Merci beaucoup. Merci aux techniciens de m'avoir permis Oui. d'être avec vous. Bravo. Merci. Alors on se lève pas d'un seul coup, sinon on casse les micros.